De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Salut à tous, merci d'être avec nous pour De quoi je me mêle, votre rendez-vous du week-end, vous le savez, dédié aux nouvelles technologies à la fois sur rmc.fr, la version audio et la version vidéo qui vous attend sur 01net TV sur YouTube. Merci d'être là. Et en ce 2 juin 2017, tout à l'heure, Pepe Garcia, dont c'est le grand retour dans De quoi je me mêle, nous fera découvrir sa petite sélection de produits high-tech pour l'été. Des casques, des enceintes, un baladeur aussi, enfin plein de bonnes choses. Ce sera dans quelques minutes. Je vous rappelle que mon Twitter c'est FSorel et que vous pouvez nous retrouver si vous voulez prolonger l'expérience De quoi je me mêle sur Facebook en cliquant sur j'aime sur la page Facebook de quoi je me mêle. Merci d'être là et soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et que diriez-vous d'un petit club de la presse IT pour débuter ce De quoi je me mêle avec Raphaël Grabi qui est là. Salut Raphaël. Salut François. Vous le savez, journaliste à 01net.com et à ma droite le fidèle Jean-Marie Portal. Bonjour Jean-Marie. Bonjour François. Que vous pouvez retrouver dans 01net Mag qui est ici. Ah, je l'arrache à Jean-Marie avec acheté à l'étranger en couverture. Voilà, je vous montre pas ce qu'il y a à l'arrière, mais vite fait alors. Mais ça, c'est complètement interdit. En fait, on n'a pas le droit d'en parler. Donc, on va commencer par l'actu qu'on a pu vivre cette semaine sur 01net.com. Et on va commencer par peut-être quelques éléments d'explication concernant le manque de Switch dans les magasins. Raphaël Grabi. Si je vous dis qu'en fait, c'est peut-être, enfin même en partie, à cause de l'iPhone 8 que vous ne pourrez peut-être pas avoir de Nintendo Switch à Noël. Alors, a priori, on ne comprend pas trop pourquoi. Bah oui, parce que ça n'a rien à voir au départ. Ça n'a pas forcément quelque chose à voir, mais en fait, si. Ah. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pour rappel, la Switch, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, c'est la nouvelle console de Nintendo qui fait un carton qui est en ce moment quasiment introuvable sur le marché. Initialement, alors, Nintendo avait prévu d'en vendre 10 millions sur l'année 2017. En fait, la marque pourrait en vendre 2 fois plus, presque 20 millions. Je crois que c'est le lancement le plus réussi pour Nintendo. Oui, c'est pas très long. En fait, le but, justement, c'est d'arriver aux 20 millions de la Wii. C'est le chiffre qui est assez important parce que la Wii avait fait 20 millions. Actuellement, sur les consoles de dernière génération, on a la PS4 qui cartonne, mais la Switch pourrait faire encore mieux que la PS4 la première année. Donc, ce serait vraiment des chiffres exceptionnels. Donc, résultat, Nintendo doit augmenter la production, sauf que là, il y a un petit problème, c'est que parmi les fournisseurs, il y a Toshiba qui fournit par exemple la mémoire flash, et que la mémoire flash, elle est très utilisée par tout le monde, qu'il y a une pénurie de mémoire flash depuis un petit moment, et qui préempte, entre guillemets, toute la production de mémoire flash chez Apple en ce moment, qui déjà fournit l'iPhone 7, qui se vend, comme des petits pains. Alors oui, Apple, sur un an, en gros, c'est 200 millions de smartphones vendus. Donc c'est juste énorme. Et qui, en plus, prépare 3 iPhones, a priori, pour l'année prochaine. Donc résultat, vous avez en fait toutes les lignes de production des mémoires flash qui sont pour Apple. Et résultat, Nintendo Bonjour, a du mal. Les gars, vous savez quoi ? Vous me réservez tout. Voilà. Mais c'est exactement ce qui se passe. En fait, Apple prend toutes les lignes de production. Et quand vous êtes producteur, quand vous êtes producteur de mémoire flash, vous avez Nintendo qui vous dit bon, est-ce que tu peux m'envoyer 10 millions de puces, votre composant, et derrière il y a Apple qui dit moi j'en prends 100 millions. A priori, on choisit son client, on se dit on va aller vers celui qui nous prend 100 millions. Mais c'est dingue parce que Nintendo est quand même un acteur majeur de l'industrie high-tech aujourd'hui. Oui. Mais ils ne font pas le pois face à Apple. Non, face à Apple, mais c'est des quantités qui sont juste pas comparables. Ouais, Apple, c'est incroyable ce qu'ils vendent 200 millions par an. Personne n'arrive à faire un dixième de ça sur un modèle en tout cas, sur très peu de modèles. Alors Nintendo, même sur 20 millions, ça va être très compliqué. Et même Apple d'ailleurs a du mal à produire parce qu'il y a eu des rumeurs d'ailleurs sur l'iPhone 8 en disant qu'il aurait probablement du retard parce que même Apple a du mal à se fournir avec ses composants. Certains de ses composants, alors c'est plutôt les dalles LCD, mais sur la mémoire flash, en fait, il y a une vraie pénurie. Le marché n'arrive pas à répondre à la demande, tout simplement. Sur la mémoire flash, depuis quasiment un an et demi, ils ont beaucoup de mal à produire. Voilà, écoutez, donc si vous avez un iPhone 7, c'est un peu à cause de vous qu'on n'a pas de Switch. Donc j'espère que vous vous sentez mal quand même, que vous culpabilisez. Oui, il faudra attendre, à mon avis, peut-être un petit moment encore. On va parler maintenant des assistants personnels. Dans un instant, on évoquera Google Assistant qui arrive enfin en français, c'est une bonne nouvelle. Mais auparavant, autre assistant qui avait fait grand bruit lors de son annonce. Raphaël, d'ailleurs, on était ensemble à New York pour l'annonce du Galaxy S8.
Et à cette occasion, Samsung nous avait vanté les mérites de Bixby, qui devait arriver quelques semaines plus tard. Alors, ça devait arriver, c'est ça, aux États-Unis, en tout cas quelques semaines plus tard, et ensuite en France en fin d'année. Et en fait, ça devait arriver, je crois, fin mai aux États-Unis. Et finalement, il y a un mois de retard, fin juin, ça arrivera en anglais. Alors, officiellement, c'est pour des raisons de compréhension de la langue. Bixby aurait du mal à bien comprendre la syntaxe et la grammaire anglaise. Donc il y a un mois de retard, donc ça fait un mois effectivement où c'est un petit peu gênant parce qu'on a un bouton quand même qui a été un bouton physique sur le téléphone, sur le Galaxy S8 et le S8 Plus pour Bixby. Actuellement ce bouton il sert à peu près à rien, enfin à lancer une version de Bixby qui est en fait un Google Home version Samsung, mais pas du tout l'assistant vocal dont on parle depuis des mois. Donc le retard, il compte pour l'Amérique du Nord, a priori. Mais est-ce que ça va pas aussi retarder... Ça va impacter sans doute l'arrivée en France. Forcément, l'arrivée en France, peut-être, c'est pas sûr, mais en tout cas, il y a des chances pour que ça impacte l'arrivée en France. Et en fait, c'est d'autant plus regrettable qu'en même temps, il y a Google qui vient d'officialiser le lancement de son assistant vocal en France et en français. Au contraire, là, on l'attendait plus tard, ça arrive avec un peu d'avance, donc c'est le chemin inverse. Donc l'assistant est en train d'être déployé sur la plupart des smartphones sous Android, Nougat, Marshmallow, etc. En France. Donc vous avez non seulement l'écrit mais aussi la voix en français. Donc vous avez vraiment une offre qui va concurrencer Siri. Donc vraiment Google va prendre là un petit avantage par rapport à Samsung et ça montre aussi la difficulté quand on n'a pas d'historique et de données à utiliser de créer un assistant vocal virtuel de toute pièce. C'est assez compliqué. Alors Samsung a du mal mais Samsung a des moyens énormes. Et il va avoir du retard. On a aussi HTC qui essaie de le lancer sur son HTC U11 qui s'appelle Sense Companion. Alors, bon, là, on ne va pas dévoiler parce qu'il y a mon collègue Jean-Sébastien qui est en train de le tester. Mais sur la partie vocale, il y a juste rien, quoi, pas grand-chose. Donc voilà, c'est toute la difficulté d'arriver à imposer des assistants vocaux qui, je rappelle quand même, sont quand même pas très malins. Enfin, c'est sympa pour écrire sur la commande vocale, c'est très bien, ça fonctionne bien, mais sur la partie intelligence artificielle, interaction, et on va dire échange un peu intelligent, ça reste très scripté finalement. Donc voilà. On n'a pas parlé d'Alexa, hein, Raphaël. C'est vrai que Alexa tarde aussi à arriver en français. Pareil, oui, Alexa tarde à arriver. Et Google visiblement va battre au poteau l'arrivée d'Alexa. Exactement. Alors pour la version française. Exactement. Il n'y a pas encore les fonctions Home, donc Google Home. On ne sait pas encore quand est-ce qu'il va arriver en France. Mais oui, Amazon Alexa, qui est quand même, on va dire, le premier succès au niveau de la maison, en tout cas avec Echo. Et peut-être aussi le plus mûr, on va dire. Hein. A priori, alors on l'a testé un peu en anglais, mais c'est vrai qu'il faudrait voir en français. Mais c'est vrai que Alexa est quand même très apprécié par les utilisateurs. Et donc ce serait bien que ça puisse arriver en France. Et d'ailleurs, il se murmure aussi que Apple voudrait même sortir, on verra lundi pour la conférence, mais sortir un produit concurrent du Echo en utilisant Siri pour la maison. Tiens, puisque tu parles de la WWDC, sachez que ce grand rendez-vous des développeurs d'Apple qui a lieu lundi sera vif sur 01net TV en direct et puis sur 01net.com bien évidemment. Mais si vous avez envie de nous retrouver en vidéo, ce sera sur 01net TV et sur YouTube. On termine, Raphaël, avec un nouveau smartphone. Bon, alors vous dites, ah ouais, chouette, un nouveau smartphone sous Android. Oui, mais attention, celui-ci, c'est pas n'importe lequel. Il a été créé par le papa d'Android. Oui, c'est Andy Rubin, donc qui a d'abord commencé sa carrière chez Apple, qui a ensuite travaillé chez Google pendant longtemps, qui a cofondé Android et qui depuis a monté un incubateur de start-up et qui donc a monté aussi sa boîte qui s'appelle Essential, donc Essentiel. Alors, donc le but, c'est de faire des smartphones qui reprennent le cœur d'Android, mais de façon assez épurée, parce qu'en fait, Andy Rubin avait longtemps critiqué Android lui-même en disant, bon, finalement, le système d'exploitation, il est un peu compartimenté, il est un peu complexe, il y a trop de choses finalement. Et donc, on pensait même qu'il sortirait un smartphone sans Android avec carrément un nouveau système d'exploitation. Finalement, il n'a pas pris le risque. Alors, on peut comprendre aussi, parce que sortir un nouveau système d'exploitation, ça veut dire pas d'application à la base. Donc, ça veut dire devoir convaincre tous les éditeurs C'est presque impossible. C'est impossible. Microsoft s'est cassé la gueule. Voilà, ils n'ont pas réussi à le faire. Même donc, Samsung a du mal avec leur. Même Samsung s'y risque pas. Hein. Tyson, il pourrait être tenté de lancer Tyson et Samsung ne le fait pas. Donc a priori, on se dit qu'un nouvel entrant s'y risquerait pas. Donc finalement, il en reste quoi? Il en reste un smartphone Android haut de gamme. Presque comme les autres, j'ai envie de dire. Avec plutôt joli, hein, si vous êtes avec nous en vidéo, il a l'air plutôt réussi au niveau design. Voilà, c'est-à-dire qu'il a quand même une particularité, c'est son écran edge-to-edge, bord à bord, qui fait penser aussi au Galaxy S8, au LG G6 ou même au Xiaomi Mi Mix, donc vraiment un écran sans bord.
Mais même ça, c'est même plus forcément une surprise parce qu'on se dit que maintenant, c'est vraiment la tendance qui est en train de prendre le pas. Sinon, c'est un truc très puissant avec un Snapdragon 835, avec un double capteur photo, avec un prix qui va avec puisqu'il est vendu quand même 700 $. Donc, parce que c'est vrai que sur le site, on dit, Andy Rubin dit, je veux apporter la haute technologie, ce qui se fait de mieux à tout le monde. Non, ça coûte 700 $. C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde du tout. Et d'ailleurs, c'est pour le moment, c'est même pour personne parce que il n'est pas encore sorti. Donc, il espère le livrer d'ici un mois. Mais j'ai lu que ça pourrait être le concurrent du S8, le concurrent de l'iPhone. Non, clairement, c'est quelque chose qui va se faire à toute petite échelle même pour si le c'est moment. quelqu'un sans doute de très respectable et qui a non, mais énormément de talent. peut-être que ça va évoluer. Il pour le jamais moment, la force de frappe d'un Samsung. non, mais voilà, pour le moment, je pense qu'on peut le comparer à ce que fait OnePlus, c'est-à-dire un truc un peu exclusif avec des fans qui vont arriver, qui vont lancer le truc, mais plus cher que le OnePlus quand même, ou même que le Pixel, parce que le Pixel pour le moment, ça reste Google, mais à côté des ventes de Samsung et d'iPhone, c'est ridicule. Donc voilà, après c'est une boîte quand même assez solide, il y a 80 personnes déjà, ils ont levé quand même pas mal d'argent, j'étais voir du côté des financements, ils ont beaucoup d'investisseurs en Chine. C'est Andy Rubin, donc il peut porter un vrai projet, je pense. Pour le moment, cette version, alors ça s'appelle le PH1, le smartphone. On va dire, je ne sais même pas s'il sera disponible en France parce qu'évidemment, il n'y a aucun accord avec les opérateurs, avec la distribution. En revanche, il a un truc rigolo, c'est qu'il a un petit accessoire assez sympa. Exactement. Alors en fait, la particularité, c'est que si on voit la façade arrière, il y a des petits connecteurs magnétiques qui permettent donc de connecter des accessoires. Alors on est loin du, l'aspect modulaire vraiment que peuvent avoir les motos, les choses comme ça. Mais lui, il veut faire de la caméra 360. Alors, il n'y a pas de casque VR. Par contre, on peut capter des images en 360. Et il sort aussi une caméra, donc ça s'appelle à Essentiel aussi Cam 360, qu'on peut greffer comme ça facilement au smartphone, qui sera vendu 150 $, mais il y a un bundle si on le commande avec, c'est 50 $ de plus. Par contre, il y a aussi un autre petit truc qui est intéressant, c'est l'équivalent du Home. Il lance un petit boîtier aussi pour la maison. Et alors là, on reparle des assistants virtuels. Justement, Andy Rubin a dit qu'ils développaient aussi son propre assistant virtuel. Il faut avoir les épaules là. Voilà, ça va solide. Mais je me dis que ça peut commencer parce qu'en fait, c'est pas sous Android celui-là. Ça, c'est sous Ambient OS, c'est leur système d'exploitation. Je me demande si c'est pas le système d'exploitation qu'ils auraient voulu mettre sur le smartphone, mais qu'ils ont peut-être pas osé faire, et qui servent un peu de cet outil comme une sorte de cheval de Troie pour attirer les éditeurs, pour se dire bon. On va développer peut-être Uber, peut-être 2-3 applis, je sais pas, essentielles de Facebook, Twitter, Instagram, etc. Si ça vient, peut-être penser à le mettre ensuite sur un smartphone, mais à mon avis, on en est encore très loin. Bon, on va voir, on suivra ça de près. Donc le smartphone d'Andy Rubin, le PH1, dès qu'il arrive au labo, bien sûr, on le testera bien évidemment. Bien sûr. Merci Raphaël. Merci. Jean-Marie, Portal, avec un aspect pratique qui a l'air bien sympa. On a tous au moins une adresse mail, voire même plusieurs aujourd'hui. La question qu'on se pose, comment la choisir, cette adresse mail ? Oui, vous en avez combien, vous ? Je dois en avoir 3-4. 3-4 Enfin, comment la choisir et puis pourquoi en changer d'abord ? Je sais pas, pourquoi vous changeriez d'adresse mail ? C'est ça, parce que en plus, c'est un peu comme changer un numéro de téléphone, quoi. Oui, mais tout le monde nous contacte par une adresse mail, c'est un peu compliqué de dire, on repart avec Gmail, c'est impossible. Et puis Gmail, c'est tellement bien. Non, mais c'est bien. Alors, il y a tout. Gmail. Alors, déjà, et d'une, tout le monde n'est pas sur Gmail. Je pense que vous avez pas mal d'amis qui sont peut-être encore sur Wanadu, ou qui sont peut-être sur l'adresse mail sur dufree.fr. Je suis encore sur Caramel. Sur Caramel. Ah non, mais on va en reparler de Caramel. Ce n'est peut-être pas si stupide que ça, loin de là. J'ai jamais dit qu'il était stupide, mais il est un peu conservateur, quoi. Non, mais oui et non, parce que Caramel. Remettons. Alors, petite parenthèse sur Caramel, remettons les choses à leur place. Caramel, effectivement, c'était le webmail connu il y a quelques années qui a mis un petit peu la clé sous la porte. Sauf que Caramel, la marque Caramel, le nom de domaine a été racheté par l'allemand GMX. Et donc aujourd'hui, vous pouvez avoir une adresse Caramel simplement en allant chez GMX. Au choix, vous prenez une adresse @gmx.fr ou .com ou @caramel.fr ou .com. Et vous avez un côté quand même, pour le coup, vintage. On est un petit peu dans le Nokia 3310. Et GMX, on va en reparler, c'est un très très bon acteur justement au niveau de la messagerie. On va dire un outsider européen qui, face à Gmail, Outlook et Yahoo, a de très très bons arguments. Alors, comment choisir ? Alors, d'abord, pourquoi changer ? Parce qu'on a sa boîte qui peut déborder. Il y a une limitation souvent de la taille. Parce que, voilà, on a une adresse chez Voilà.
Et puis un jour, Club Internet. mais voilà, ça a duré quand même quelques temps. Ouais, Et c'est vrai. c'est en janvier Et 2016 si que je le vous dis CompuServe, vous savez même pas ce que c'est. mais Oui. mais Toi, oui. voilà a été fermé en janvier 2016, le 12 janvier 2016. Et tous Voilà. ces utilisateurs, Ouais. bah, c'était Orange hein, en fait, Ouais, ouais, derrière. bien sûr, voilà, c'est- Tous ces utilisateurs ont reçu un gentil mail en leur disant terminé. Et ben quoi. voilà. Et Voilà. du jour au lendemain, C'est fini. 500 000 utilisateurs qui se sont retrouvés Voilà, c'est comme fini. ça. 500 000 utilisateurs qui se sont retrouvés comme ça du jour au lendemain Ça à me devoir paraît énorme. migrer, changer de messagerie. Et d'ailleurs, il y avait même eu un collectif qui s'était monté pour Oui, on s'en souvient. protester contre C'est ça. bizarre d'ailleurs qu'Orange ait voulu quand même comme ça fermer un nom de domaine qui était quand même Ouais. assez populaire encore. Alors, autre utilisateur de mail qu'on voulu changer aussi à un moment, c'est les malheureux utilisateurs de Yahoo Mail au moment où Yahoo Mail a rencontré quelques petites difficultés, on va dire au niveau de quelques petites fuites au niveau de ces données qui ont été, ceci dit, corrigées. Donc voilà, on change de mail, on en prend un ce coup-ci, on veut que ça dure jusqu'au bout. Et forcément, le premier critère, dans ce cas-là, c'est la capacité de stockage. Enfin, c'est-à-dire combien de mails je vais pouvoir mettre dedans. C'est pour ça que nous, on s'est concentré sur, on va dire, les 4 grandes messageries qui aujourd'hui vous proposent de l'illimité ou quasiment de l'illimité. Alors, vous parliez de GMX. Ben justement, GMX, l'allemand GMX, c'est le seul avec Outlook de Microsoft qui vous propose une boîte mail illimitée, alors que de l'autre côté, Gmail vous limite encore et Yahoo vous limite à 25. Ah ouais. Je savais même pas que À 15 Microsoft, gigaoctets, non, c'est- 15 gigaoctets pour Google et 1 Tera pour Yahoo. D'accord. Et Microsoft, c'est limité. Microsoft, c'est illimité. L'offre a pas mal évolué et c'est aussi pour ça qu'on a fait donc ce petit comparatif, c'est que ça bouge pas mal finalement chez les webmails et ça peut même inciter à basculer, y compris d'un Gmail vers autre chose ou d'un Yahoo vers autre chose ou d'un Outlook vers autre chose. Je ne D'autant vous qu'il dirai pas existe plein de manipulations aujourd'hui pour transférer son ancienne boîte mail pour qu'elle arrive directement sur la nouvelle. Donc ouais. voilà, il y a pas mal d'outils, notamment chez Gmail, qui simplifient tout ça. Voilà, alors ça justement, c'est un critère à prendre en considération lorsque vous changez de fournisseur d'adresse mail, c'est d'en prendre un qui va vous permettre de récupérer automatiquement les mails de votre ou de vos anciens comptes, c'est-à-dire qu'il va aller à la pêche comme votre logiciel de messagerie et tout rapatrier. Et c'est important que ça fonctionne en fait dans ce sens-là parce que vous pouvez aussi définir une règle de transfert. Oui. Sur votre ancienne boîte mail. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les fournisseurs d'adresses mail, au bout d'un moment, désactivent automatiquement votre adresse mail si elle n'est pas utilisée. Et puis, quelques semaines ou mois après, la ferme complètement si vraiment vous n'y avez pas accédé. Et remet à disposition le nom de l'adresse la plupart du temps aussi. Oui, puis il ferme. Voilà, Enfin, c'est il ça. ferme, tout ce qu'il y avait dessus est perdu. D'où l'intérêt plutôt d'aller configurer votre nouvelle adresse pour qu'elle aille piocher sur l'ancienne, parce qu'en allant piocher sur l'ancienne, elle la sollicite, c'est comme Oui. si elle la faisait fonctionner. Oui, Donc oui, en fait, c'est ça. elle la fait perdurer. Et donc, rapatrier tout sur une seule adresse. Et là-dessus, justement, entre Outlook, GMX et Gmail et Yahoo, on va dire que certains s'en sortent un petit peu mieux que d'autres. C'est explicité dans notre dossier. Autre critère aussi, c'est l'interface. Parce qu'aujourd'hui, les webmails, c'est quasiment des logiciels en soi. Hein, quand vous êtes dans une fenêtre de navigateur. Alors, outre le fait de vouloir personnaliser l'affichage, créer des dossiers, etc., il y a aussi, et là-dessus c'est Outlook et Gmail qui se distinguent, des extensions. Et surtout Outlook, c'est assez épatant. Vous avez plus de 200 extensions pour Outlook qui vous permettent finalement de faire un peu tout et n'importe quoi depuis votre boîte mail. C'est-à-dire, par exemple, vous allez utiliser l'extension PayPal et avec cette extension PayPal, sans quitter votre messagerie, vous allez pouvoir envoyer de l'argent à un ami. L'extension Voyage SNCF, en restant dans votre messagerie, pouvoir consulter les horaires de train pour telle destination et réserver votre billet. D'accord. C'est un peu comme les extensions de Chrome, quoi. Ça rajoute des fonctionnalités au navigateur. Oui. Et alors, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il y avait cet esprit-là déjà dans Gmail depuis longtemps. Alors, Gmail qui a une interface un petit peu plus austère. C'était dans les labs. Je ne sais pas si vous voyez où c'est. Dans les options de Gmail, vous avez les labs qui sont des fonctions expérimentales de développeurs qui ne sont pas forcément des développeurs d'ailleurs de Google.
et qui sont là en test avant d'être éventuellement implémentés. Sauf que dans les faits, maintenant dans le lab, les extensions comme ça se comptent sur les doigts de 4 mains, on va dire, pour être gentil. On a senti on sent que c'est un petit peu délaissé, et ça c'est dommage, alors que justement Microsoft joue à fond la carte des extensions, et ça c'est bien. Si, un point important, il n'y a pas si longtemps, on parlait de transférer des gros fichiers. Alors, quand vous envoyez des grosses pièces jointes, alors ce qu'il faut voir maintenant, c'est que tous les fournisseurs d'accès d'adresse mail ont augmenté la taille limite des pièces jointes. Donc, généralement, vous pouvez facilement envoyer 5, 10, 15, 20 mégas. Le seul problème, encore faut-il que vous soyez sûr que votre correspondant, lui, il accepte sa messagerie à lui, accepte des grosses pièces jointes, parce que sinon, qu'est-ce qu'elle fait, sa messagerie à lui? Elle renvoie le tout à l'expéditeur en disant, bah non, désolé, il reçoit jamais le mail. C'est trop gros. Et là aussi, ceux qui s'en sortent particulièrement, c'est Outlook, Gmail, parce que avec eux, vous pouvez juste créer un lien. En fait, vous stockez dans le cloud. Un peu comme un WeTransfer. Oui, c'est ça, c'est une sorte de WeTransfer détourné. Vous mettez dans le cloud, en fait, il met automatiquement dans le cloud vos pièces jointes. Dans le mail, vous allez juste avoir un lien sur lequel votre C'est-à-dire que le mail est vide, en fait. Il n'y a pas de pièce jointe, mais il y a un lien qui permet de télécharger la pièce jointe. Exactement. Avec un petit plus chez Microsoft, c'est que si c'est des photos, ils vous mettent des petites miniatures des photos. C'est sympa. On voit ce que c'est. Vous avez un aperçu, en fait, des photos. Dernier point important, la sécurité. Et alors là, vous parliez de JMX, c'est lui qui tire son épingle du jeu dans le domaine, parce que c'est vraiment le seul qui intègre le cryptage automatique des mails si vous le souhaitez. Alors attention, c'est un peu compliqué quand même parce que ça veut dire que c'est des clés numériques. Il faut que votre correspondant lui aussi ait la clé de son côté. Mais je trouve ça quand même bien, à un moment où les gens sont quand même assez soucieux de la sécurité de leurs échanges, que ça soit intégré directement dans une messagerie comme ça. Alors que si vous êtes chez un autre webmail, il va falloir que vous utilisiez une extension pour votre navigateur qui éventuellement va faire le boulot. Ça devient très compliqué. Comment choisir son adresse mail? Sujet hyper intéressant à retrouver dans le 01net Mag de cette semaine. Jean-Marie Portal, merci. Merci François. Et merci encore à Raphaël. Merci François. Vous restez avec nous. Pépé Garcia dans un instant avec sa sélection de produits high-tech pour l'été. Et l'été approche, les amis. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.